Et si depuis des siècles, on se trompait complètement sur notre vision de l'homosexualité? Aujourd'hui, on explore une idée fascinante. Et si le désir, au fond, n'était pas qu'une histoire de biologie, mais plutôt une quête d'harmonie? C'est une perspective qui, on va le voir, change absolument tout. C'est parti. Pendant des siècles, tout le débat a tourné autour d'une seule et même question. La sexualité n'a-t-elle pour but que la reproduction? C'était la question, et en même temps c'est la question qui a tout bloqué. En partant de là, on s'est en quelque sorte condamné à ne pas comprendre grand-chose au désir humain dans toute sa complexité. Quand on regarde le désir uniquement à travers ce prisme de la reproduction, eh bien le résultat est quasi automatique. Tout ce qui sort de ce cadre devient une anomalie. Mais, et si le problème, ce n'était pas le désir, mais justement ce prisme? Si on utilisait le mauvais outil depuis le début? Bon, alors, première étape, pour y voir plus clair, on va s'attaquer à une idée qui a la peau dure. Cette fameuse idée que tout ce qui ne mène pas directement à la procréation serait, d'une manière ou d'une autre, contre nature. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? L'argument, en soi, a l'air assez simple, non? Si un comportement ne sert pas à faire des petits, alors il est inutile, anormal. C'est une vision très mécanique, très utilitariste de la vie. Et le souci, c'est qu'elle passe complètement à côté d'une dimension essentielle. Et pour comprendre cette dimension, le plus simple, c'est de faire un petit détour. On va aller voir ce qui se passe dans le règne animal. C'est ce qu'on appelle l'éthologie. Et les observations sont assez surprenantes. Parce que quand on observe attentivement les animaux, on découvre un truc fascinant. Les comportements homosexuels, loin d'être des anomalies, sont en fait souvent au cœur de la vie sociale. Ça sert à renforcer la cohésion du groupe, à réguler les hiérarchies, à apaiser les tensions. En bref, ces comportements sont souvent vitaux pour la survie même du groupe. Et voilà la première clé de compréhension. La finalité d'un comportement, ce n'est pas juste la reproduction. Elle peut être, et elle est très souvent, sociale et relationnelle. Et à partir du moment où on comprend ça, l'idée même de contre-nature commence à perdre tout son sens. Bon, on vient de déconstruire une vieille idée. Maintenant, passons à la partie la plus intéressante. Au lieu de dire ce que l'homosexualité n'est pas, essayons de comprendre ce qu'elle est, selon cette nouvelle théorie. Et le mot-clé, le cœur de cette approche, c'est l'harmonie. Alors, le premier concept, c'est l'identification. Mais attention, il faut oublier le sens habituel d'imitation. Pensez plutôt à une sorte de reconnaissance profonde. C'est le fait de reconnaître chez l'autre des traits, une sensibilité, une musique intérieure qui fait directement écho à la sienne, une résonance. Et ça nous amène au deuxième concept, l'accordage subjectif. On reste dans la musique, c'est exactement ça. Le désir naîtrait au moment où nos propres perceptions, notre sens de l'esthétique, nos émotions s'accordent parfaitement avec ce que l'autre personne dégage. C'est une question d'harmonie pure, bien plus que de simple biologie. En fait, tout ça peut se résumer dans cette idée: l'homosexualité n'est pas une anomalie, mais une préférence raffinée, fondée sur une recherche d'équilibre, de beauté et de résonance. On voit bien le changement. Le désir n'est plus une simple pulsion, mais une véritable quête esthétique et affective. Ok, maintenant qu'on a posé les bases de cette idée d'harmonie, il faut aborder un autre point crucial, un autre mythe qui a la vie dure, cette idée que l'orientation sexuelle elle-même serait la cause de souffrances psychologiques. Pendant très très longtemps, on a pensé que l'homosexualité était en soi une source d'anxiété, de mal-être, de dépression, comme si c'était inscrit dedans, une cause intrinsèque de souffrance. Mais en réalité, on prenait le problème complètement à l'envers. On confondait la cause et la conséquence. Et c'est là que le changement de perspective est radical. La souffrance, elle ne vient pas de l'intérieur. Elle ne vient pas de l'orientation sexuelle. Elle vient de l'extérieur. Elle vient du rejet social, de la discrimination, de cette pression constante à devoir être quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on appelle le stress minoritaire. Et ce qu'on a souvent pris pour une hypersensibilité ou une fragilité, ce n'est pas un trouble en soi. C'est plutôt une intense aptitude à percevoir les choses, les émotions. C'est comme avoir une harpe intérieure, très finement accordée, capable de capter des harmonies subtiles. Le problème, c'est que quand le monde extérieur est brutal et dissonant, cette même sensibilité devient forcément une source de douleur. Allez, un dernier point, et pas des moindres. On va déconstruire une dernière confusion historique, une qui a fait beaucoup de mal, l'association, souvent rapide et erronée, entre l'homosexualité et le narcissisme. L'idée de base, elle est presque caricaturale. On se disait, attends, aimer quelqu'un qui nous ressemble, n'est-ce pas finalement une forme d'amour de soi un peu déguisée, une sorte de narcissisme pathologique? C'est un raccourci qui a causé énormément de tort parce qu'il mélange deux choses qui n'ont rien à voir. Parce qu'en réalité, ces deux dynamiques sont aux antipodes l'une de l'autre. Le narcissisme pathologique, c'est l'incapacité fondamentale à voir l'autre comme une personne distincte. L'autre n'est qu'une extension de soi, un miroir. Alors que l'amour dont on parle ici, c'est tout le contraire.
C'est une recherche d'harmonie basée sur la reconnaissance mutuelle, sur le fait de voir l'autre comme un sujet authentique et distinct. La différence, elle est là, elle est fondamentale. Il ne s'agit pas de tomber amoureux de son propre reflet, il s'agit de trouver un autre instrument avec sa propre musique et de voir si ensemble on peut créer quelque chose d'harmonieux. Voilà, on a fait un sacré cheminement. On est parti d'une vision centrée sur la pathologie pour arriver à un paradigme complètement différent. Alors pour que tout soit bien clair, résumons les points clés de cette nouvelle approche. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Premièrement, qu'il s'agit d'une organisation subjective du désir. Deuxièmement, qu'elle est structurée par une recherche d'harmonie. Troisièmement, qu'elle est enracinée dans l'identification semblable. Et enfin, quatrièmement, qu'elle représente une manière d'aimer qui est tout à fait légitime et raffinée. Et c'est ça le grand changement de paradigme. On passe de la pathologie à l'harmonie. On arrête de se poser la question de la normalité pour enfin entrer dans le champ de la subjectivité, de la sensibilité et finalement de la beauté. Et ça nous laisse avec une question finale, une question qui ouvre la réflexion. Et si l'harmonie, et non la simple reproduction, était finalement le but ultime de tout désir? C'est une pensée qui pourrait bien redéfinir notre compréhension de toutes les formes de désir humain. Voilà qui donne à réfléchir.